Jean Damian, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, Groupement des métiers du photovoltaïque est une initiative portée par la Fédération française du bâtiment qui regroupe les unions et syndicats de tout ce qui est étanchéité, électricité, génie climatique, couverture plomberie et métallerie. Notre but est très simple, c'est juste rappeler quelles sont les règles de bon sens qui permettent d'encadrer le développement du photovoltaïque dans le bâtiment. Et j'ai envie de dire que l'électricité soit injectée dans le réseau public ou autoconsommée, partiellement ou non, limite peu importe, il y a des règles constructives à respecter. Et du coup, notre travail consiste à, j'ai envie de dire, donner les règles de base à l'ensemble des entreprises adhérentes de la Fédération française du bâtiment pour s'assurer d'un développement cohérent de ce marché. Vous avez des craintes que l'autoconsommation sursoit à ces règles ou pas ? Non, pas nécessairement, mais par contre, je pense que c'est comme tout. Il faut rappeler les règles du jeu pour s'assurer que 4 ans après, on ne signe pas la fin de la partie parce que finalement, il n'y a aucune règle qui aura été respectée. Voilà, c'est typiquement, en 2010, tout le monde disait le photovoltaïque, ça ne marche pas, ça fuit, etc., etc., avec des reportages sur TF1 à 20h en disant, regardez, il y a une escroquerie, ça ne marche pas, etc. Je crois qu'il faut juste faire en sorte et se donner les moyens collectivement que cette opportunité fantastique qu'est l'autoconsommation, on a entendu ce matin des présentations très intéressantes où effectivement en prenant un peu de recul on se dit mais en fait ce qu'on a à faire dans les 50 prochaines années est absolument fantastique. Encore faut-il s'assurer qu'on le fasse de telle sorte que ça ne se retourne pas contre nous et qu'on fasse un développement du marché pérenne. Alors j'ai préparé quelques petits argumentaires avec Emmanuel Gravier de la FFIE, l'idée étant de rappeler, on va dire, les règles de base pour qu'on puisse tous saisir correctement cette opportunité. Ah oui, alors je peux faire ça tout seul. Voilà, la zapette. Non, la grosse avec le gros bouton vert. Voilà. Voilà. Alors, un préliminaire, encore une fois, le photovoltaïque dans le bâtiment, c'est d'abord, on met en place un équipement technique sur un ouvrage. Cet ouvrage doit d'abord respecter sur la partie clos couvert une règle de base qui s'appelle la loi Spinetta 1978, qui est une spécificité franco-française et qui porte sur tout ce qui est responsabilité et assurance dans le domaine de la construction. Alors cette loi, elle dit quoi ? Tout simplement, elle permet de mettre en jeu, enfin elle est mise en jeu si des dommages sont causés sur le bien, des dommages portant sur la solidité de l'ouvrage ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Donc on parle de quoi ? On parle par exemple de l'enjeu que vont constituer tous les centres commerciaux dont Périfem a parlé tout à l'heure. Il y a un enjeu fantastique, 70 millions de mètres carrés. Si on considère que le photovoltaïque peut être mis en œuvre sur ces ouvrages sans respecter ces règles de base qui, si jamais il y a un désordre, peuvent faut s'assurer quelque part que s'il y a des ordres, on rentre dans un cadre réglementaire qui permet de trouver très rapidement une issue positive à ce désordre. Partant de là, le réflexe de base du monde de la construction aujourd'hui, c'est regarder quel procédé va être mis en œuvre et s'assurer que ces procédés soient évalués techniquement pour être certain que l'entreprise qui les met en œuvre mette en place un système qui est conforme au domaine d'emploi. Donc il existe des choses sur le marché français aujourd'hui, ça s'appelle des agréments techniques, donc les enquêtes de techniques nouvelles, les passes innovation, les avis techniques, les ATEX, etc., etc. Il en existe plusieurs qui permettent de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi ? C'est mon système photovoltaïque que je vais mettre en place sur mon centre commercial dans le cadre d'une réfection. Est-ce que je respecte bien les préconisations données par les Eurocodes ? Est-ce que le bureau de contrôle qui in fine visera l'installation pourra s'appuyer sur des documents pour lesquels il puisse porter décision, tout ce qui est réglementation incendie, etc., etc. Ou autrement respecter l'ensemble des DTU concernés par l'ouvrage considéré. L'idée étant, comme dit, d'apporter des solutions conformes aux règles de l'art. L'idée étant également de valoriser tout ce qui est qualification des entreprises et donc à ce titre il y a un renforcement des qualifications qui est prévu notamment dans le cadre des prochains arrêtés tarifaires en obligation d'achat et on ne voit pas pourquoi dans le cadre de l'autoconsommation il n'y aurait pas aussi une valorisation apportée au dossier qui soit portée par des entreprises qualifiées. Ça semble, alors Périfem les adhérents Périfem ont l'air assez sensibilisés sur le sujet, ça fait sens. Alors on a pris un cas un peu simple, toujours un peu en faisant l'analogie avec les centres commerciaux, mais il y a aussi d'autres types de bâtiments qui existent, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait dans un bâtiment existant pour vérifier qu'on peut faire du solaire. Bon, voilà une espèce de petit logigramme qu'on a développé
Alors là, c'est dans le cas particulier de bâtiments avec une étanchéité, mais dans le cas d'une couverture, ce serait pareil, ou d'une façade, ce serait pareil. L'idée, c'est se poser les bonnes questions par rapport à un bâtiment existant pour se dire qu'est-ce que je dois faire et qui doit faire quoi. Donc là, je ne l'ai pas trop détaillé, ce logigramme, mais l'idée, c'est de se dire qu'en fonction des différents éléments constitutifs du clos et du couvert, s'assurer qu'on se pose les bonnes questions pour qu'il y ait une bonne conception, qu'il y ait donc une bonne réalisation et qu'on arrive à, j'ai envie de dire, un système optimisé. Le photovoltaïque dans le bâtiment, on sait que ça peut fonctionner. On sait que la plus-value entre des bâtiments à forte performance énergétique ou bâtiments à performance énergétique conforme à la réglementation, Olivier Béchu parlait de 5% tout à l'heure. Donc avec une bonne conception à la base, on sait faire des choses dans un budget tout à fait cohérent. Autre point sur lequel on insiste beaucoup, c'est que les procédés doivent être faciles à mettre en œuvre et à entretenir. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de coût global, c'est-à-dire combien ça coûte en installation, mais combien ça coûte en exploitation. Extrêmement important pour arriver à rentabiliser des investissements sur la durée de vie de l'installation solaire. Et à ce titre, donc, il y a une maintenance nécessaire qui est à prendre en compte. Sachant que l'ensemble de ces dispositions, sans nécessairement trop rentrer dans le détail, sont rappelées dans l'ensemble des documents techniques que le GMPV remet à l'ensemble des entreprises adhérentes. Encore une fois, l'idée, c'est diffuser un message qualitatif pour s'assurer qu'on crée un marché qui soit pérenne. Voilà. Notre idée, c'est bien qu'on est face à une opportunité à saisir. Donc là, on parle de règles. On peut voir les règles comme d'abord des contraintes, mais je pense que c'est avant tout les règles du jeu pour savoir comment on va s'exprimer sur ce nouveau terrain de jeu qu'est l'autoconsommation et s'assurer d'un développement cohérent. Donc pour ça, voilà, le marché il est fantastique potentiellement. On a parlé tout à l'heure des leviers qui permettent d'inciter un maître d'ouvrage à faire du photovoltaïque. Donc il y a une certaine valeur verte qui est possible, recherche d'économie sur les factures d'électricité, on en parlait tout à l'heure, recherche d'un bilan énergétique positif. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent, énormément de procédés qui existent. Il y a des réflexes à, j'ai envie de dire, maintenir pour s'assurer d'une montée d'expérience cohérente. Nos actions en tant qu'organisation d'entreprise du bâtiment, c'est vraiment œuvrer également vers une transversalité au service de ce marché. Donc aujourd'hui, le GMPV, c'est comme dit l'ensemble des entreprises du bâtiment sur tout ce qui est clos couvert, mais également sur la partie électrique. Et il y a le développement dans les mois à venir d'actions fortes portées au niveau des territoires. On parlait tout à l'heure d'une loi qui sera d'abord portée par les territoires. Les territoires sont constitués d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs sont là pour porter aussi des messages auprès de maîtres d'ouvrage avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc c'est tout le travail que l'on mène actuellement et que mène également la FFIE, à qui je vais laisser la parole dans le cadre de la suite de notre présentation commune pour bien saisir cette opportunité. Une partie électrique maintenant avec Emmanuel Gravier. Merci Jean. Vous pouvez l'applaudir, parce qu'il fait un travail extraordinaire. Je ne suis là qu'en soutien d'ailleurs de Jean Damian, qui fait un gros boulot au niveau de la Fédération du bâtiment. Donc bonjour à tous, bonjour à quelques-uns dans la salle, parce que je vois des grands acteurs déjà de la filière. Effectivement, la FFIE, on est la partie électricité, installation électrique, mais électricité, énergie et tout ce qui tourne autour aussi des data, puisque maintenant on est au cœur de ces deux grandes révolutions qu'a abordé notre ami italien, franco-italien, qui aime tout le monde, c'est-à-dire les data et puis la gestion fine de l'énergie. Voilà, donc en soutien de Jean Damian au GMPV, la FFIE a elle-même sa propre dynamique au niveau du photovoltaïque. D'abord en y croyant à fond, en ayant créé une commission, un groupe de travail au-delà de nos commissions habituelles, spécifiquement tourné vers le photovoltaïque, qui a une mission d'explication et de facilitation pour tous nos adhérents, par rapport à ce monde qui est encore un peu étranger aux installateurs électriciens classiques. Donc le but de cette initiative de groupe de travail, qu'on a confié d'ailleurs à un délégué régional qui est présent dans la salle, qui s'appelle Éric Pain,
qui est en Normandie, comme quoi le photovoltaïque n'est pas forcément une question d'ensoleillement, à notre idée, mais il est relayé par des régions plus ensoleillées comme PACA, aussi représentées, ou Rhône-Alpes, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. Et le Languedoc-Roussillon, pardon, où on était hier, et où ils parlent déjà pas mal de ça, même si ils en parlent un peu comme le BIM. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, c'est pas le sujet du colloque, pardon, monsieur l'animateur, mais comme étant à la fois une crainte, le photovoltaïque, enfin, en tout cas un sujet pas très connu pour eux, mais en même temps source d'opportunité. Hein, toujours cette question crainte-opportunité. Quand il y a un changement en cours, et c'est le cas sur cette affaire d'autoconsommation photovoltaïque. Voilà, alors on a, alors je ne sais pas comment, évidemment, chaque type. Voilà, vous appuyez, ça y est, c'est parti. Voilà, la grande idée que nous voulons passer, c'est qu'il n'y a pas d'installation photovoltaïque en autoconsommation sans expertise électrique. Alors ça tombe bien parce que c'est exactement le travail de la plupart de nos 5000 adhérents répartis sur tout le territoire, qui représentent à peu près 100 000 personnes quand même au travail. C'est la question de l'expertise. Bon, je ne vais pas vous relire in extenso ce qui est marqué, mais il est sûr que le travail préalable technique, parce qu'on insiste toujours dans notre métier sur la technologie développée. On croit qu'il n'y a que les difficultés, et Dieu sait s'il y en a sur le plan économique, mais avant tout, sur le plan technologique et technique, il y a une réelle expertise dans l'installation électrique, dans cette grande filière de l'électricité. On se rapproche là évidemment de la production avec l'autoconsommation, avec le photovoltaïque autoconsommation, mais l'installation électrique a un rôle essentiel à partir de l'arrivée du courant pour la répartition, la régulation du courant dans toutes les installations des lieux de vie où nous travaillons. Donc nous insistons sur le préalable à l'installation d'une centrale photovoltaïque, une installation photovoltaïque, sur le fait que c'est technique d'abord. Et donc l'installateur électricien a un vrai travail d'évaluation, dimensionnement, quelle que soit après la suite du parcours de l'énergie produite sur le réseau ou autoconsommée. Il est évident que nous sommes plutôt, nous, dans tout ce qu'on développe sur ce domaine-là, sur l'autoconsommation de l'autoproduction. Mais enfin, comme il y a eu un petit débat sur la question de la suite et sur le déversement sur le réseau ERDF, on ne va pas y revenir. Je voudrais aussi saluer d'ailleurs la personne de RDF sur ces sujets-là. Avec ERDF, qui sont évidemment des partenaires au quotidien, tout est toujours facile, mais ce n'est pas le cas. En fait, ils le savent bien, je le dis amicalement, que ce soit sur l'affaire du Linky ou l'affaire de l'autoconsommation, c'est jamais simple avec ERDF, même si c'est un partenaire essentiel et qui on est très proche, mais je réagis par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas non plus croire que c'est un monde extraordinaire où tout se passe très bien. Il y a un grand producteur qui est EDF, qui a ses propres contraintes. Et puis, nous tous, les petites entreprises représentées, notamment la FFIE, on se bat contre ce grand monstre, je suppose qu'il y a d'autres expériences dans la salle, qui est indispensable, mais avec qui les choses ne sont pas toujours simples. C'était juste un petit message. On revient à l'autoconsommation. Pour revenir à l'autoconsommation. Non, mais ça permet, comme j'ai très peu de temps, Absolument. qu'on n'avait pas trop cadré l'intervention, de passer quelques messages. Voilà, donc, gros message central, pour ne pas faire long, c'est la question technique, c'est la question de l'importance de la technicité déjà développée dans nos métiers traditionnels d'électricité et qui s'applique évidemment au photovoltaïque. Voilà. Alors, notre grande idée, c'est de participer au grand mouvement initié par Enerplan et toute la filière électrique à notre niveau de technicité électrique, mais en se faisant respecter aussi par toute la filière, parce que nous avons un rôle de contact direct avec les clients et donc d'explication de l'avantage d'une installation photovoltaïque, de l'opportunité de pouvoir produire sa propre électricité. Enfin, c'est un vrai projet d'entreprise, cette affaire de photovoltaïque, et il nécessite quand même quelques explications et quelques précisions techniques à apporter, pas qu'économiques, pas que financières. Il y a quand même un vrai sujet, je crois, à insister lourdement là-dessus. Voilà, donc par la répartition, l'organisation territoriale de la FFIE à l'intérieur de la FFB, avec le GMPV dirigé et animé par Jean, on met le paquet sur la territorialité. Il est extrêmement important dans tous les projets en France de ne pas rester que parisien, fût-il dans un lieu sympathique comme le jardin d'acclimatation. Il s'agit quand même qu'il y ait une déclinaison en région. C'est le grand axe aussi que nous développons chez nous,
L'important, c'est ce qui se fait en région. La subsidiarité est essentielle dans notre action. Et l'organisation territoriale de la FFIE aide pas mal aussi sur cette action. Voilà. Je termine rapidement pour dire que tous ces sujets-là, effectivement, nous paraissent inexorables, nous paraissent même source d'opportunités. Quand on voit le foutoir, pour dire les choses clairement et parler clair, dans lequel nous évoluons en tant qu'entreprise privée, quand on voit l'environnement législatif, réglementaire, quand on voit l'environnement économique, l'environnement tout court énergétique, en ce jour, par exemple, en ce jour, où on évoque quand même des blocages de centrales nucléaires, enfin, quand on voit cet environnement-là, je peux vous dire qu'il faut que la profession soit solide, il faut que les entrepreneurs soient solides et croient sérieusement à ce qu'ils font. Parce que il y a quand même des jours où on se demande si on ne marche pas sur la tête. En tout cas, dans ce climat un petit peu complexe, on va dire que des opportunités comme le photovoltaïque pour nos installateurs électriciens est une formidable opportunité de développement de business. Et dans le fond, c'est là-dessus que je terminerai. Le vrai sujet pour nous, c'est le développement du business, c'est d'essayer de développer quand même, de suivre ce mouvement inexorable des performances énergétiques et donc le photovoltaïque, et dans lequel le photovoltaïque a une place imminente pour que tout le monde puisse profiter de ce mouvement avec les data, hein, avec tout ce mouvement aussi du monde connecté de demain, qu'on puisse profiter de ces opportunités pour évoluer. Et surtout passer du camp du conservatisme complètement dingue au futur et à toutes ces opportunités. Merci. Je vous remercie bien. Merci Emmanuel Gravier, le message est passé. Excusez-moi. Je voulais juste te dire que sur le site FFIE, on a fait, est disponible pour tout à chacun, une plaquette qui a réalisé notre groupe de travail énergie sur le photovoltaïque et l'autoconsommation, qui est très bien faite pour les personnes de la salle qui ont encore quelques soucis de compréhension. C'est très très bien fait. On se rendra volontiers sur votre site internet. Merci. Merci Emmanuel Gravier. Et pour vous dire aussi que les responsables des territoires seront présents dans la première table ronde de l'après-midi à 14h justement au plus près des territoires pour cette énergie décentralisée. On poursuit avec vous Pierre Mas, conseiller professionnel de la CAPEB. Vous aussi, vous êtes convaincu que l'autoconsommation a un bel avenir devant elle, sous certaines conditions, et notamment la restauration de la confiance dans le marché du photovoltaïque. On vous écoute Pierre Mas. Vous avez des messages à passer, vous aussi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais présenter un petit peu donc, ce qu'est la CAPEB. Hein, c'est le syndicat des artisans du bâtiment, principalement de moins de 20 salariés. La constituante est principalement pour le photovoltaïque et de 41 000 entreprises d'électricité et 13 000 entreprises de couverture, représentant un maillage au niveau national très très important et surtout une très grande proximité envers nos clients. Donc je vais surtout parler de l'angle de vision des artisans et qui interviennent principalement, mais pas que, au niveau des maisons individuelles et des petits collectifs. Voilà. Donc je voulais parler un petit peu de l'analyse qu'on fait, disons, chez nos clients et de l'impact des grandes variabilités de ce qui se passe en flux d'énergie au niveau de la production de la consommation. Là, par exemple, on voit le branchement de charge d'une voiture électrique et donc là, on perd l'énergie et là, donc, on en le réseau. Là, on optimise l'autoconsommation, par exemple, en alimentant des chauffe-eau électriques, ce qui est un premier pas, mais on aimerait que ce soit plutôt sur des chauffe-eau thermodynamiques, des choses comme ça. Donc on doit avoir une analyse très très fine de ce qui se passe chez les clients. Et malgré tout, sans stockage, on a toujours le fonds de consommation de la maison des clients. Et là, c'est une maison qui a été optimisée énergétiquement par des conseils en amont sur l'achat de matériel performant, très énergétiquement performant. Je sais pas comment on fait pour revenir en arrière, tant pis. Donc là, c'est la réinjection de surplus, donc très, très maîtrisé. Hein, on est de l'ordre de 150-200 watts à peu près.
Gardez bien le micro auprès de la bouche. Voilà, mais il faut avoir 3 Oui, mains, je c'est sais. ça qui est un peu compliqué. Évident. Donc, et là, on voit qu'on optimise un maximum. Donc, en travaillant efficacement en amont, en discussion avec le client, et notre but, ce n'est pas de mettre des centrales énormes, c'est d'adapter le nombre de capteurs solaires photovoltaïques en fonction de la consommation actuelle du client et de forcément proposer dans le futur, et le jour où ça viendra, et je crois qu'il y a une intervention tout à l'heure sur le stockage, on pourra faire des très belles choses et on sera présent pour pouvoir se former et y répondre. Posez Voilà. la zapette sur le pupitre. Voilà. Posez-la. Voilà. D'accord. Et puis, vous pouvez comme Voilà. ça. Donc, les convictions donc de la CAPEB. Donc, ça a été dit plusieurs fois ce matin, je ne vais pas y insister, hein, donc c'est vraiment le développement important, grâce à la parité réseau qui est atteinte ou en voie de l'être, les réglementations thermiques, on l'a vu aussi, et les aspirations des consommateurs, ça on l'a vu, donc on a un peu tous le même ressenti là-dessus. Donc, je vais aller dans le même sens, mais je ne vois pas comment on aurait pu ne pas être d'accord, au moins sur ce sujet-là, avec la FFB. C'est que c'est les compétences des professionnels de la construction, hein, bien assurées. J'ai assisté il y a quelque temps à la convention annuelle de la CAPEB, et il y a eu une réelle prise de conscience des entreprises de couverture qui ont fait un peu un mea culpa de ce qui s'est passé donc en 2008-2009 sur ils ont raté leur implication, leur formation dans le marché du photovoltaïque, parce que c'est quand même un marché, au moins pour la partie toiture, qui leur revient, parce que bon, ça a déjà été expliqué aussi. Et là, j'ai vraiment senti un changement dans l'attitude. Prise de conscience. Une vraie prise de conscience, vraie prise de conscience. Là, voilà, faut qu'on y aille. Donc, il y en a beaucoup déjà qui sont partis, qui sont prêts, parce qu'évidemment, quand on n'est pas toujours acteur, c'est-à-dire que le commerce, on n'est pas très doué pour faire du commerce, mais on est très bon technicien par contre. Mais quand on nous appelle pour faire une rénovation de toiture, c'est le moment idéal pour proposer, entre autres de l'isolation, mais proposer du photovoltaïque. Parce qu'il y a l'échafaudage, on enlève des tuiles, on remplace. Donc c'est vraiment le moment privilégié. Et vu le nombre d'entreprises, on devrait pouvoir, grâce à cette prise de conscience, développer énormément ce photovoltaïque en autoconsommation ou en vente de surplus ou éventuellement en vente totale, sachant que nous on propose toujours et puis le client bien évidemment décide. Voilà. Il faut aussi faire des compléments de formation, hein, bien évidemment, mais ça je vais laisser Teddy Puot peut-être On verra effectivement avec Teddy Puot, ouais. Tout de suite. Et faire des collaborations, parce qu'un couvreur n'est pas électricien, un électricien n'est pas couvreur. Et il ne faut pas oublier non plus les chauffagistes à travers la micro-cogénération et les piles à combustible, parce que tout ça, ça va faire un mix énergétique d'énergie qu'il va falloir gérer, drainer, donc qui sera orchestré certainement par l'électricien, mais c'est des compléments vraiment intéressants, puisque le photovoltaïque au mois de décembre n'est pas suffisant, et donc la micro-cogénération, voire les piles à combustible, hein, il y en a 50 000 installées au Japon, c'est un bon signal donné par les Japonais, et qui permet de... Voilà, il va y avoir des choses qui vont vraiment se passer entre plusieurs métiers, et d'orchestrer un petit peu ça pour pouvoir... à travers les formations, avoir un angle de vision et surtout un conseil énorme auprès des particuliers. Voilà. Pour conclure ? Alors pour conclure, nous attendons de la part des ministères des règles, et je crois qu'on n'est pas les seuls, il y a aussi les industriels, on est un petit peu dans les mêmes attentes, des règles stables, au moins moyen terme, voire long terme, pour qu'on puisse former nos gars sur les chantiers, avoir vraiment
pouvoir s'investir pleinement et ne pas danser d'un pied sur l'autre, à savoir qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin du nez. Respecter, et ça c'est quelque chose vraiment sur lequel ça nous tient à cœur, respecter les règles de base des métiers des règles de l'art de la couverture, principalement des DTU de la série 40, et que ce ne soit pas par obligation fiscale de déroger aux règles d'étanchéité, surtout des épaisseurs de recouvrement. On le sait tous, contre lequel il est difficile de lutter. Alors où en est-on sur le sujet, et la création d'un label autoconsommation ne serait-il pas une solution pour rassurer les clients potentiels? C'est la question qu'on vous pose. Bonjour à tous. Vous y travaillez, je sais. Je vais essayer de vous répondre à cette question. Tout d'abord, je voulais présenter rapidement Qualité-ENR, très rapidement, mais qui on est. On est un outil au service de la profession, et le travail de Qualité-ENR, c'est vraiment d'accompagner les entreprises du bâtiment dans la montée en compétences et permettre ainsi aux particuliers de trouver des gens, des professionnels compétents près de chez eux. Donc, il y a vraiment deux aspects chez nous, le côté accompagnement des professionnels et après l'aspect promotion des professionnels. C'est pour ça qu'on nous connaît souvent pour la qualification des entreprises. En réalité, on a aussi une activité sur la partie formation avec un large réseau d'organismes conventionnés. On a une mission d'ailleurs qui nous est confiée par les pouvoirs publics sur le contrôle des centres de formation, la qualité des formateurs, les équipements des centres de formation, et une expérience aujourd'hui de 75 000 stagiaires qui sont passés parmi ces organismes de formation pour se former. Bien sûr, notre activité la plus connue, c'est la qualification des entreprises. Aujourd'hui, Qualité-ENR, c'est 15 000 qualifications délivrées qui correspondent à 10 000 entreprises donc du bâtiment. Nous sommes accrédités d'ailleurs sur cette activité, et on a une convention avec les pouvoirs publics pour délivrer des conventions, des qualifications RGE. Et la dernière composante de Qualité-ENR, c'est les audits. Dès le début, l'objectif de Qualité-ENR, c'était d'accompagner donc en amont avec la formation, mais aussi vérifier que les installations ont été faites dans les règles de l'art. Et c'est une campagne de plus de 26 000 audits qui a été conduite, dont 4 000 audits sur le photovoltaïque, ce qui nous permet d'avoir un réel retour d'expérience sur la qualité des installations qui sont faites, et une vision aussi dans le temps des installations, de la qualité des installations. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'au bout de 10 ans, je suis toujours à Qualité-ENR, c'est qu'il faut trouver des motivations pour rester. Et ça, c'en est une très bonne. La motivation, elle est là. On arrive sur le photovoltaïque en partant en 2010 avec 20% d'installations qui ne présentent aucun défaut et 36% qui présentent au moins un écart majeur, donc des risques sur la sécurité ou qui remettent en cause le bon fonctionnement de l'installation. Et on voit qu'en 5 ans, on a réussi à changer drastiquement la photographie et la qualité des installations qui sont faites par nos entreprises, avec aujourd'hui plus que 10% d'installations qui présentent un écart majeur et 60% d'installations qui ne présentent aucun défaut. Alors, c'est pas parfait, mais le même cheminement avait été fait dans d'autres filières, et le gaz, l'électricité, et ça prend un petit peu de temps. Néanmoins, on avait la recette, donc ça va un petit peu plus vite que ce qu'on a vu dans le passé. Mais ça montre qu'il y a toujours aujourd'hui des besoins d'accompagnement, d'information, de formation des entreprises pour éviter quelques non-conformités sur les installations des clients. Néanmoins, les clients, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on entend dans la presse ci et là que les installations photovoltaïques vont mal, alors avec un échantillonnage qui est critiquable. La DGCCRF est très dure, d'ailleurs. Elle était très dure. Elle nous a expliqué qu'il y avait une installation sur deux, nous a expliqué que parmi les installations qui ne fonctionnaient pas, il y en avait une sur deux qui était faite par les qualifiés, ce qui est relativement vrai. D'ailleurs, c'est comme au loto, 100% des gagnants avaient joué. Bon, là, on a pris parmi ceux qui vont mal, donc forcément, les clients ne sont pas très contents. C'est dommage, et d'ailleurs on est prêt à aller plus loin sur cette thématique-là. On a déjà fait des demandes en ce sens à la DGCCRF. La réalité qu'on a au travers des audits, elle est tout autre. Bon, certes, il y a des défauts, vous avez vu, on ne les cache pas. On publie d'ailleurs des comptes rendus détaillés des écarts qu'on peut constater. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on interroge pendant chaque audit le client pour connaître sa satisfaction sur l'installation. Et ce qu'on obtient au travers de ces audits et de ces sondages, c'est qu'il y a 98,4% des clients qui sont très satisfaits ou satisfaits de l'installation qu'ils ont. Alors,
bon, parfois à tort, hein, puisqu'il y a des écarts qui sont présents. Néanmoins, la satisfaction des clients, elle est beaucoup plus positive que ce qu'on peut lire malheureusement aujourd'hui. Un petit état des lieux. Aujourd'hui, donc, le photovoltaïque, au travers des qualifications, c'est 582 entreprises qualifiées, donc un petit peu moins de 500 qui ont la compétence électrique de reconnue, et 272 sur la partie intégration bâtie. Donc ça a très largement diminué. On a connu jusqu'à 5000 qualifiés sur ces thématiques-là, mais le moratoire est passé par là. Peut-être qu'on va se diriger vers une éco-conditionnalité, donc ça nous laisse voir des perspectives positives. Néanmoins, on est quand même dans une logique de travail avec les ministères sur un renforcement des critères pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et on va notamment vers une interrogation directe de tous les clients, qui nous donnera une très bonne visibilité du coup de la qualité des installations qui sont faites par les entreprises, et d'être en capacité de diligenter le cas échéant des audits sur signalement rapidement pour éviter que des nouveaux entrants peu qualitatifs fassent du mal au marché. Et on est aussi dans une logique d'augmentation de manière générale du nombre d'audits, puisque c'est pour nous un très bon moyen de contrôler in situ la qualité réelle des installations qui sont faites. Donc ça, c'était pour le raccorder au réseau. On en vient à l'autoconsommation. Ouais. Un peu la météo. Donc sur l'autoconsommation, pour nous, ça nous paraît un petit peu plus compliqué, dans la mesure où il n'y a pas d'éco-conditionnalité, donc pas d'aide, pas d'obligation non plus de qualification. Et malheureusement aussi, peu de contrôles effectués par le Consuel, dans la mesure où elles ne sont pas déclarées. Là, je parle des installations faites chez les particuliers, hein, des petites installations. Et ça, pour nous, sauvage un peu, c'est ça? C'est... on dit c'est le retour qu'on en a en tout cas. En tout cas, on voit une décorrélation entre les chiffres des fabricants et les chiffres du Consuel. Donc, bon, voilà. On sait que dans le gaz, c'est comme ça que ça se passe aussi. Il y a beaucoup de certificats de gaz qui sont donnés pour les nouvelles installations, et dans le cadre des renouvellements des chaudières, où c'est aussi obligatoire, les statistiques sont moins bonnes. Tout ça pour dire que ça soulève pour nous des craintes, et aussi c'est un gisement, on l'a connu, hein, nous on l'a vu sur le solaire thermique, c'est déplacé sur les pompes à chaleur, sur le photovoltaïque. C'est un nouveau marché pour certains éco-délinquants, avec plusieurs axes d'attaque, plusieurs angles d'attaque. Le premier, c'est la promesse de production irréaliste. Hein. On gère aussi des réclamations. En tant qu'organisme de qualification, on n'a pas le choix. On traite les réclamations des clients. Et d'ailleurs, la moitié des réclamations qu'on reçoit ne concernent pas les entreprises qualifiées. En ça, on est d'accord avec la DGCCRF. Comment dire, on voit des gens qui se font clairement arnaquer. On leur met 2 panneaux sur un toit et on leur explique que ça va couvrir tous leurs besoins. C'est triste. Donc il faut qu'on mette en place des outils qui permettent de se préserver de ça. La qualification, c'est un moyen de se préserver de ça. Pas à 100%, mais en tout cas en identifiant les entreprises sérieuses et dans le temps en écrémant ceux qui font mal, on y arrive. On voit aussi quelque chose une alerte qu'on veut lancer, c'est les arnaques. On voit beaucoup de gens qui proposent des chauffe-eau thermodynamiques à des montants astronomiques et qui offrent derrière les panneaux solaires en autoconsommation. Ça nous paraît quand même un peu douteux comme approche, et on voulait le signaler. Et ça a un impact nécessairement négatif sur l'image du photovoltaïque, et donc un impact aussi négatif sur le raccord des réseaux. C'est pour ça qu'il nous paraît important aujourd'hui de réagir. Comment on fait? Bon, on n'a pas de baguette magique. Hein. Vous avez vu, même avec de la bonne volonté, ça met quand même quelques années pour réduire et pour arriver à des installations plus satisfaisantes. Néanmoins, on a quand même une recette qui fonctionne bien, c'est la formation. Et la formation, on peut continuer à en faire. On peut même faire des formations spécifiques sur l'autoconsommation, qui peut être faite en présentiel. Vous avez vu qu'il y a un large réseau d'organismes de formation qui sont compétents, mais on pourrait même envisager des formations en ligne gratuites. L'idée, c'est, parmi les professionnels qui sont déjà identifiés, de les aider à monter en compétence sur la thématique spécifique de l'autoconsommation, et il y en a. Un deuxième axe, c'est la réflexion. On est vraiment au stade de réflexion, ce n'est pas une annonce que je fais aujourd'hui, de création d'un label sur le PV autoconsommation. Bon, il faut que ça réponde bien sûr aux problématiques. Hein. Donc l'idée de ce label, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qui existe déjà actuellement avec QualiPV. Déjà, c'est de mettre à disposition des particuliers et des entreprises un outil, on va dire, garde-fou sur le dimensionnement, et puis on essaie de se préserver sur les dimensionnements irréalistes qui peuvent être donnés par certaines entreprises peu scrupuleuses. On pourrait très bien imaginer, on est en train de rechercher un peu
la meilleure forme pour avoir ce type d'outil facile à utiliser par tout le monde, qui évite des arnaques en disant avec un panneau je couvre tous mes besoins, je peux même me retirer du réseau, ça va fonctionner tout seul, pas s'en isoler. Aller vers la qualification des entreprises, puisque ça nous paraît être un moyen important pour que le particulier puisse identifier les entreprises compétentes. J'ai mis QualiPV, mais la réalité, Qualifelec et Qualibat proposent aussi des qualifications qui sont sérieuses. On réfléchit aussi à l'obligation donc pour les entreprises qui iraient dans ce label d'un contrôle par le consuel pour toutes les installations supérieures à 1 kW crête. Il faut être vigilant, à mon sens, en tout cas c'est ce qui avait été relevé par nos membres, de ne pas aller trop loin sur des trop petites installations, comme on peut en voir. Et 1 kW crête, ça nous paraît un seuil raisonnable. Et puis bien sûr la déclaration à ERDF de l'installation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Thierry Merci. Puot. Merci. Pour restaurer la confiance. On termine avec vous, François Le Breton. Vous êtes chef de produits solaires d'Engie. Alors Engie développe des offres permettant de dimensionner, concevoir et réaliser des solutions autoconsommation. Je crois qu'on lance d'abord un petit film très pédagogique en régie. C'est parti. Je ne sais pas s'il y a le son. Le film est lancé, dites-moi. Ça n'est pas le film, ça. Hein. Ça arrive. Voilà, plus rien du coup. On va faire sans. On va faire. Vous nous dites si c'est pas possible, on enchaîne. C'est bon ? Richard, vous me dites ? 1 minute ? Bon, 1 minute. Alors, 1 minute, on peut en Bon, parler quand même. On peut commencer à parler un petit peu, parce que vous destinez vos offres à 3 secteurs, Ouais. François Le Breton. Alors attendez, peut-être que ça y est. Le son peut-être ? Donc, c'est un outil d'amélioration de la performance des bâtiments existants. Hein. Et on explique aux clients, c'est très simple. Les communs, en l'occurrence, c'est un immeuble de bailleur social. Le tableau de protection électrique reste simple. Il est alimenté par 2 sources d'électricité, celle du réseau de distribution et une autre qui est la propriété de l'immeuble. On remonte là dans la gaine technique ou la colonne montante et hop, ça y est, la couleur arrive. On est sur le toit, on a une installation sans modification de la toiture existante. Là, on est sur des installations de toute petite puissance en surimposé. L'installation est relativement invisible de l'environnement et on va donc intégrer le nombre exact nécessaire de panneaux au bon fonctionnement de l'installation sur cet immeuble. Les matériels, tout ce qu'on utilise est européen, tous les modules sont français, d'ailleurs j'ai vu que le fabricant était dans la salle. Les onduleurs, on en parlera tout à l'heure, on a quelques difficultés à trouver des onduleurs français, donc on utilise du micro-onduleur et de l'onduleur européen. Un commentaire en direct. Alors, Merci. en gros, produisez votre consommation de base de vos communs et réduisez les charges collectives d'une façon durable. Donc ça, c'est typiquement la communication qu'on a, par exemple, vers les bailleurs sociaux. Mais c'est tout à fait utilisable aussi vers une copropriété. Bon, vos 3 secteurs, les 3 secteurs cibles. 3 secteurs cibles. Votre Le bailleur présentation social. va suivre. Voilà, le bailleur social. Forte demande sur la réduction des charges des locataires. D'accord ? Donc l'objectif, c'est vraiment de réduire la facture d'énergie électrique des communs. Deuxième cible, entre guillemets, ce sont les clients industriels qui, eux, ont des enjeux de réduction de leur empreinte carbone et de maîtrise de leur facture d'énergie à long terme. Parce qu'on a oublié de le dire quand même, hein, c'est pour ça qu'on a commencé par le film.
L'autoconsommation, c'est une révolution, on vous l'a dit, que vous vivez tous, effectivement, mais c'est simple, c'est rapide. Moi, il y a des chantiers que j'ai fait en 5 heures. On arrive le matin sur l'immeuble, on repart et clac, on monte le disjoncteur, ça fait plaisir. Par contre, effectivement, on s'appuie sur un réseau d'installateurs qualifiés, d'accord, et on fait passer le Consuel systématiquement sur l'ensemble des installations, et quand c'est grand, effectivement, c'est un bureau de contrôle. Je pense que c'est le minimum. Voilà. Ne fût-ce que pour la sécurité du chef de l'entreprise. Hein. Parce que si demain il y a un accident, voilà, c'est le pénal. Vous dites c'est simple avec ERDF aussi? Je suis pas là pour... Alors, c'est pas simple avec le RDF, effectivement, parce que les délais sont très très longs. On a vu là la CAC, par exemple, arriver, qui normalement est un outil de simplification. Alors, on a noté des avantages, enfin des avancées. Le Linky est une avancée. Le changement de barème, la réduction du barème, ce sont des bonnes nouvelles. Cependant, sur le marché du B2C, hein, donc le particulier, où les puissances sont très très faibles, la CAC aujourd'hui empêche la réinjection résiduelle. Donc, tout à l'heure, je crois que c'est M. Mas qui parlait de réinjection de quelques centaines de watts sur votre document. Effectivement, ça peut arriver. Voilà, so what. Franchement, je vous rappelle que le branchement, il est dimensionné pour alimenter plusieurs kilowatts. C'est pas 100 watts qui va le faire mourir. Et puis, on a oublié juste un détail, c'est qu'on est en courant alternatif. Donc, en gros, l'électron, il fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le courant, il rentre, il ressort. Non, non, il fait ça. Donc en gros, l'autoconsommation avec la réinjection résiduelle n'a pas d'incidence physique sur le branchement quand on a un bon dimensionnement. Hein. C'est-à-dire que si on n'est pas plus gros en puissance kVA, et là je voudrais émettre quand même un élément d'information. Tout à l'heure j'ai noté qu'on parlait de kilowatts crête. Non, non, que nenni, messieurs. Ce qui compte, c'est la puissance vue du réseau. Ce n'est pas la puissance du champ photovoltaïque. Donc ce qui compte, c'est la puissance kVA de sortie des onduleurs. Donc pour revenir sur la CAC et sur le marché du B2C, du particulier, moi je pense que pour ce marché, pour faire simple, rapide, il faut que la CAC évolue et permette la réinjection résiduelle de la production autoconsommation. Donc vous demandez une évolution de la CAC? On demande une évolution de la CAC, bon, effectivement. Il faut que le RDF fasse évoluer la CAC pour permettre la réinjection résiduelle, parce que signer un CRAE pour une puissance de 250 watts, c'est franchement ridicule. Bon, c'est dit. Voilà, franchement ridicule. On parlait des clients B2B tertiaire aussi? Alors tertiaire. Public ou privé d'ailleurs? Public-privé, effectivement, avec des enjeux complètement différents. Hein. Beaucoup d'images, on en a tous parlé ce matin. Des enjeux d'image, un enjeu de maîtrise de sa facture d'énergie électrique. Hein. On ne l'a pas dit, mais faire une installation d'autoconsommation, vous achetez, vous offrez à vos clients un prix fixe du kilowattheure pour 25 ou 30 ans, si vous avez acheté le bon matériel. Donc, ce n'est pas une simple installation qui vient réduire sa facture, c'est une installation à long terme. C'est clairement énoncé dans vos offres, ça? Oui. C'est un prix fixe. C'est un prix fixe. Pendant 20 ans. Et d'ailleurs, dans nos offres, on a des montages qui permettent soit le client investit lui-même, soit on investit à sa place, et on a une offre duale, entre guillemets, qui permet de vendre du kilowattheure qui vient du réseau et du kilowattheure qui vient de l'installation de production locale. D'ailleurs, c'est ce que Geneviève a expliqué ce matin. On n'a rien inventé. L'autoconsommation, c'est simple. Vous en faites tous. Donc vous avez 3 niveaux d'offres. On a 3 niveaux d'offres, tout à fait. Alors, le premier, c'est le fil du soleil, où donc, d'abord, dans tous nos niveaux d'offres, on vise 100% d'autoconsommation. D'accord ? Ces offres différentes vont générer des taux de couverture différents. Effectivement, on peut être sur un client industriel avec 100% d'autoconsommation et un taux de couverture de 3%. C'est-à-dire que la partie photovoltaïque va représenter une très très faible part de sa consommation. Chez un particulier ou sur du tertiaire, on va pouvoir monter jusqu'à 10, 12, 15, 20% maximum en installation au fil du soleil. C'est quoi le fil du soleil ? C'est une installation dimensionnée pour que le maximum de l'installation solaire photovoltaïque produise le minimum de consommation du client. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller regarder les jours creux. En gros, on va faire comme en solaire thermique, on va regarder exactement ce qui se passe pendant les mois de mai à septembre, et on va regarder ce qui se passe le week-end et particulièrement au mois d'août.
Et donc, soit le client est un client tarif vert, on va analyser les courbes de charge, soit le client est un tarif jaune, on va aussi analyser ce qu'on peut quand on récupère des données, sinon on va poser un enregistreur. Mais en tout cas, on va dimensionner au mieux l'installation. Donc en gros, c'est comme en solaire thermique, je suis désolé messieurs, mais on ne vend pas de la puissance. On vend sous-dimensionnement de l'installation pour que l'installation amène le parfait confort au client. C'est-à-dire tout ce qui doit être produit doit être consommé sur place. À tel point, ça peut être un peu aussi sous-dimensionné à l'extrême. Vous me disiez que vous aviez un talon des fois supérieur la nuit à la journée. Ça vous est arrivé ça une fois? Très souvent, oui. Souvent, vous dimensionnez sur la consommation de nuit, du coup? Alors, c'est pas tout. Enfin, d'ailleurs, on va le voir. On va le voir juste derrière. Le deuxième niveau, c'est un niveau piloté où on va monter la puissance de l'installation solaire. Et on va piloter les consommations en mettant du digital, de l'intelligence, hein, c'est de l'énergie management. Le troisième niveau, c'est on va stocker, on va poser un stockage qui peut être chimique, électrochimique, mais qui peut être aussi, on en a parlé, ça peut être du froid négatif, ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau. Et donc on va permettre sur ces trois niveaux qui sont complètement compatibles, et il faut que vous les voyez comme une solution, c'est un escalier, c'est l'escalier de l'autoconsommation. On peut se payer une première année une installation au fil du soleil. La deuxième année, on va rajouter un peu de puissance et mettre du pilotage. Et la troisième ou quatrième année, quand le stockage va être très compétitif, on va rajouter du stockage électrochimique, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de frais de raccordement au réseau, normalement, puisqu'on est raccordé sur le TGBT du client. Il y a des normes à respecter qui sont la NFC 1500 quand même, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas faire de mélange de sources et on ne peut pas mettre en parallèle deux branchements ERDF différents. Bon, ça, tout installateur le sait. Quelle est l'offre aujourd'hui qui a le plus de succès? C'est l'offre pilotée plutôt? C'est l'offre au fil du soleil. Au fil du soleil. Au fil du soleil. Pourquoi? Parce que quand on fait un fil du soleil, vous sous-dimensionnez l'installation, ça veut dire que vous sous-dimensionnez aussi les investissements. Forcément. Mais c'est le b.a.-ba du solaire qu'on avait en solaire thermique, on l'a simplement oublié. Voilà. Là, vous avez un exemple, c'est un client réel. Alors malheureusement, vous ne voyez pas le bas de la courbe, qui est, on va générer, donc on va analyser la consommation du client sur l'année, mais on va générer aussi sa courbe de production à partir des bases météo du logiciel que vous connaissez tous qui s'appelle Météonorme. Et donc cette production, on va venir la faire se chevaucher avec la consommation du client. Et là, vous pourriez me dire, et vous auriez raison de me dire, mais là, le Breton fait une bêtise, parce que la production est bien inférieure à la consommation. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens dimensionnent les installations d'autoconsommation en regardant la facture et en regardant le minimum de puissance appelée. Ce minimum de puissance appelée a lieu généralement la nuit. Donc ce n'est pas du tout celle qu'il faut regarder. Et pourtant là, en fin de compte, le creux a lieu un dimanche du mois d'août, puisque c'est une usine. Et donc on a été obligé de dimensionner l'installation pour que le maxi de sa production vienne effleurer le mini de sa consommation du mois d'août. Demain, avec une analyse de son process et un pilotage, on va pouvoir augmenter la puissance, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, complètement. On va générer, donc ça c'est un exemple, c'est un chantier réalisé d'ailleurs, hein, d'accord ? C'est en Ile-de-France, et d'ailleurs une remarque, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui demandent le plus d'autoconsommation ne sont pas les gens qui ont le plus de soleil. C'est dans le nord et c'est dans l'est de la France. C'est-à-dire, très clairement, c'est peut-être là où il y a plus d'argent, je ne sais pas. Aussi. Possible. Mais en tout cas, effectivement, on a une demande de clients qui se situe plutôt dans l'hémisphère nord de la France que dans l'hémisphère sud. Ça, c'est une première remarque. L'Est, il y a aussi la proximité avec la Bretagne, voilà, forcément. Voilà. Donc, on va générer des courbes de production annuelles, mensuelles, journalières, et ça permet de faire prendre conscience aux clients que la puissance solaire n'est pas toujours là et qu'elle varie énormément. Donc là, par exemple, elle peut aller de 1 kg à 60 kW d'un jour sur l'autre en fonction de la météo. C'est tout bêtement, c'est connu, quoi. Donc déjà, ça c'est important parce que souvent, on voit des modélisations de production où on a des superbes courbes solaires comme ça. Très régulières. Totalement régulières et totalement irréalistes. Voilà. Donc en gros, pour vous dire, dimensionner une installation, c'est d'abord analyser les consommations du site et du client. Oups, pardon. Derex, quand même. Concevoir et réaliser une installation en autoconsommation, eh bien, c'est très différent de concevoir une installation en vente totale ou même en vente au surplus.
Alors je fais fi du raccordement, mais déjà par exemple, on a des installations à l'étude de 2 MW où on ne réinjecte qu'en basse tension, triphasé 400 volts. Donc déjà, on n'a pas de poste de transformation, on n'a pas de cellule. Dans la conception, si j'ai un grand site, je ne vais pas grouper forcément ma production au même endroit. Je vais essayer, en fonction des opportunités, de la positionner au plus proche des sites de consommation et particulièrement des TGBT. Alors le TGBT, ça veut dire tableau général basse tension. C'est là où il y a tous les fusibles et les disjoncteurs. D'accord ? Donc on est dans une logique de décentralisation. Ensuite, on a découvert que le matériel n'était pas forcément adapté. Les communs des immeubles sont très souvent en triphasé, même pour des puissances ridicules. D'accord ? Des onduleurs triphasés de petite puissance, il n'y en a pas beaucoup. Il y a STK, pour ne pas citer de marque, et après donc, on passe en micro-onduleur. Voilà. Micro-onduleur, si vous mettez des micro-onduleurs, n'oubliez pas le coupleur de phase, quoi, parce que sinon ça ne communique pas ensemble et tout disjoncte. Donc voilà, des retours d'expérience de ce type-là, si vous voulez, tous les onduleurs, même string de forte puissance, ne sont pas compatibles avec les régimes de terre qui existent chez les clients industriels, qui sont souvent en IT, enfin en régime de node, si vous voulez. Donc il faut faire très attention à la conception. On ne peut concevoir une installation d'autoconsommation comme on conçoit une installation de vente. Ça, c'est la première leçon. Il faut rester humble. On a beaucoup appris et on apprend encore. D'ailleurs, en photovoltaïque, plus on fait, plus on sait qu'on ne sait rien, normalement. Voilà. L'exigence technique. Exigence technique, exigence de contrôle par le consuel, par un bureau de contrôle, exigence de mise en œuvre par des installateurs qualifiés, quoi. Ouais. Parfait. Je crois que vous avez bien résumé. Ça reste simple, il ne faut pas l'oublier. Parfait. Et il ne faut pas que ça soit compliqué. Merci beaucoup. Encore pour conclure. Merci beaucoup François Le Breton. On passe, avant d'aller déjeuner, à la session questions-réponses. Toujours pareil, 3 questions. Ouais. Questions courtes, réponses courtes. Bonjour, Bastien Boulanger, journaliste indépendant. Une question pour Monsieur Le Breton. Je n'ai pas bien compris votre modèle d'affaires. Vous disiez que les clients pouvaient acheter eux-mêmes l'installation ou vous êtes sinon tiers investisseur, c'est ça ? Oui, en quelque sorte, on est tiers investisseur. D'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit. Effectivement, aujourd'hui, on développe des nouvelles formes d'offres pour s'adapter parce que ça va très vite. Aujourd'hui, le marché va plus vite que nous tous. C'est clair. Mais effectivement, on peut faire des solutions tiers investisseurs. On a des solutions où le groupe Engie va porter l'investissement et où on va vendre aux clients du kilowattheure local associé ou non à du kilowattheure qui vient du réseau. On a aussi développé des solutions de partage de toiture, des solutions de transfert de photovoltaïque, d'énergie photovoltaïque autoconsommée d'un bâtiment à l'autre, ou même au sein d'un même bâtiment. Je pense par exemple à un centre commercial ou une ZAC ou un îlot énergétique, avec en quelque sorte, si vous voulez, un concept de réseau, entre guillemets, d'interconnexion d'installations photovoltaïques et de partage de cette puissance par rapport vis-à-vis des consommateurs. Très complet donc. Une autre question peut-être ? Oui. Faites passer le micro. Bonjour, Marc Keller. Donc, vous avez parlé avant d'éco-délinquants. Donc, le dernier maillon d'une installation, c'est bien le financier. C'est celui-là qu'on devrait peut-être briefer avant. Parce que quand vous avez des ventes à 22 000 € en autoconsommation, je pense que les gens sont obligés de faire un prêt. Donc, le dernier maillon étant la banque, c'est celui-là qui devrait informer son client. Merci Thierry Puot. Oui, il est clair que les banques jouent aussi un rôle dans cette histoire. Alors, les banques ne font pas partie des membres de Qualité ENR. C'est pas faute de les avoir rencontrés, mais vous avez peut-être des éléments. Jean Damian. Je crois qu'en fait, les banques, elles vont financer si et seulement si il y a une assurance. L'assurance, elle va assurer si et seulement si il y a un visa de bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, il va mettre son visa si et seulement si l'installation est conforme, nonobstant le prix. Le prix sera derrière le choix du maître d'ouvrage de mettre en concurrence différentes entreprises par rapport à des procédés, mais qui doivent répondre à toute cette analyse
préalable pour pouvoir lever du financement. Il faut qu'il y ait une assurance et tout ce que je viens de dire précédemment. Donc je crois que dans la sensibilisation du banquier, c'est plus si tous les indicateurs sont ouverts précédemment, le banquier pourra prendre une décision par rapport à une logique économique et une rentabilité. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'offres qui existent. Il y en a un certain nombre qui ont été évoquées. Je pense qu'il y a de quoi faire sur le marché aujourd'hui. Oui, sauf que le consuel signe des documents sans avoir l'installation. Messieurs, voilà. Bon, c'est dit. David Marchal. David Marchal de l'ADEME. J'ai une question pour rebondir un peu sur ce sujet-là. Pour avoir participé aux travaux sur l'autoconsommation qui étaient animés par la DGEC il y a quelques années, un des points qui était mis en avant, c'était cette importance d'avoir un peu un package, notamment pour éviter les contre-références. Là, je parle surtout des particuliers qui sont qu'une toute petite frange, hein, mais un package. Et puis, qu'est-ce qui peut inciter ces particuliers à faire une installation dans les normes? La question de l'assurance, là on parlait des banques, mais finalement la question de l'assureur habitation, tout simplement, qui pourrait être quelque part le garant que ce qu'on installe dans la maison soit conforme. Est-ce que ça, c'est des échanges que vous avez avec ce domaine-là? Concrètement, on a, au niveau des partenariats aujourd'hui, que ce soit les banques ou les assureurs, il y a chez les banques des gens qui n'accordent des prêts que si l'entreprise est qualifiée. Il y a des assureurs qui vont donner des remises, tous les assureurs ne sont pas des philanthropes, aux entreprises qualifiées. Donc elles voient réellement que dans les entreprises qui sont qualifiées, il y a moins de sinistres que dans les entreprises qui ne le sont pas. Il y a des assureurs qui n'assurent que si vous êtes dans une démarche, bref, s'il ne manque plus que la police d'assurance pour obtenir la qualification. Donc c'est des éléments qui viennent en amont et qui vont venir conforter la position des entreprises qualifiées. Et donc le client qui va vers les entreprises qualifiées est généralement susceptible de moins avoir ce type de problème. Donc la qualification, elle joue un rôle de filtre. Également aussi, c'est un élément qui permet à tous les acteurs qui sont autour de donner de la légitimité et d'aider le particulier à éviter ce genre d'arnaque. Mais pour autant, la difficulté, c'est quand il n'y a pas de qualification sur un secteur de l'autoconsommation. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est pas quand on parle du dimensionnement ou du 22 000 euros, la difficulté chez le particulier, c'est qu'il n'y a pas toute la chaîne qu'on vient d'évoquer. Donc si ne sait pas à qui s'adresser, et je ne suis pas en train de dire va voir telle marque ou telle marque, je dis va voir des entreprises, et des entreprises, il y en a des milliers, qui sont capables de bien faire, de bien conseiller et de maintenir l'installation le jour où il y a un problème. Parce que même si on est qualifié, on peut avoir un problème. Mais on est capable de réagir, on est capable de corriger, on est capable de faire en sorte que l'installation soit pérenne dans le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Thierry Puot. 2 dernières questions, rapides. Hein. Pierre-Émile Relux, Société d'énergie. J'aurais une question pour Monsieur Le Breton au sujet de l'offre pour les îlots ou pour les micro-quartiers ou les micro-réseaux dans le cadre des smart grids. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la maturité de cette offre et peut-être détailler un petit peu plus la construction de ce genre d'offre avec les différents acteurs qui sont dans ces quartiers, justement? Alors on a un exemple. Donc déjà, on contractualise avec l'autorité concédante, qui est généralement l'agglomération ou la commune. Et ensuite, on va signer avec chaque propriétaire, chaque maître d'ouvrage d'îlot, de bâtiment, on va contractualiser. Mais dans le règlement de la zone, il a l'obligation, si vous voulez, d'utiliser cette source d'énergie. Voilà. Mais l'idée surtout, c'est qu'on travaille sur la zone à l'échelle de la zone et non plus à l'échelle de chaque bâtiment. Ce qui va permettre de répartir, d'avoir un outil de production qui est partagé sur l'ensemble de la zone ou l'ensemble d'un centre commercial. En quelque sorte, c'est un collectif individualisé. La vraie difficulté n'est pas contractuelle, elle était technique. Il faut respecter les normes NFC 1500 et 1400 dont on a déjà parlé, et on les respecte. C'est très simple à faire en fin de compte. Tout est très simple. Il faut juste reculer, prendre du recul et dire tiens, si on faisait comme ça. Merci beaucoup. Dernière question avant d'aller déjeuner.
Oui, je vais être rapide. Michel Lamotte, je suis installateur et consultante en photovoltaïque depuis pas mal d'années maintenant. Je voulais réagir sur ce que vous disiez sur les banques. Je voudrais qu'on fasse la différence entre les banques qui effectivement vont demander des garanties, etc., avant d'accorder un prêt. Et malheureusement, les gens qui se font arnaquer, généralement, ce sont des organismes de prêt à la consommation. Et je dis carrément, ils sont complices. Ils savent parfaitement ce qu'ils font et ils sont complices des arnaques. Et j'en veux pour cause un certain nombre de cas que je suis, en tant que conseil même bénévole, dans des procès, où bien entendu ces entreprises ont fermé, mis la clé sous la porte rapidement, éventuellement renaissent sous un autre nom dans le mois qui suit. Et tous ces organismes qui attendent d'être condamnés, éventuellement, et essayer de faire pression sur ces gens qui se sont déjà fait arnaquer. Voilà, je voudrais vraiment qu'on fasse la différence entre les banques et les organismes de crédit conso, et je ne sais pas qui peut dénoncer ça. Parce que vraiment, les organismes de crédit conso, c'est pas normal. Voilà. Pas de réponse attendue. Hein. Oui, Thierry Puot peut-être. Voilà. Ça a été dit en tout cas. On partage. Après, il y a des acteurs peu scrupuleux dans tous les domaines. Nous, on n'est que sur le domaine des entreprises d'installation. Il y a une suggestion, c'est créer Calibank. Calibank. Sur ce trait d'humour, eh bien, écoutez, je vous invite à partir déjeuner. Puis je vous donne rendez-vous à 14h. Merci à tous, vous pouvez les applaudir effectivement.